Bonjour, toujours en direct du parc Jourdan à Aix-en-Provence où il fait un temps de rêve. Nous sommes installés au cœur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, la 22e édition, sur le thème « Réussir les transformations du monde ». Et nous avons pour la tribune.fr une multitude de plateaux au cours de ces 3 jours que j'ai l'honneur, avec certains de mes collègues qui me rejoindront cet après-midi, d'animer. Et sur ce plateau, nous avons la présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal. Bonjour Martine. Bonjour. Navi Radjou, qui est conseiller indo-franco-américain en innovation et leadership et spécialiste, pas de la sobriété, ce mot à la mode, mais qu'il n'aime pas, il nous dira pourquoi, mais de la frugalité, et on va parler de la transition, bien sûr, écologique. Et ça l'intéressera également, Patrick Bléton, le président exécutif de SOR, une entreprise qui notamment travaille dans l'eau, mais dans l'environnement, et qui va nous parler c'est vrai qu'il fait très beau, mais il y a aussi des problématiques de sécheresse et de stress hydrique. Ouais. Donc tout ça est lié. Donc ce plateau, évidemment, est complètement improvisé, mais c'est formidable de vous avoir tous les 3. On va commencer avec vous, Martine Vassal, pour parler de l'actualité de notre belle métropole d'Aix-Marseille. Parce que je vous ai vu ce matin à 9h, 9h30. Vous avez eu tout un tas de réunions. Là, ça y est, c'est la fusée qui décolle de la métropole l'an 2. Qu'est-ce que c'est l'an 2 de la métropole d'Aix-Marseille ? La métropole d'Aix-Marseille est une jeune métropole puisqu'elle a 6 ans d'existence. Et c'est vrai qu'il y a une loi qui s'appelle la loi 3DS qui a redessiné les contours de la métropole et qui ouvre une nouvelle page que nous écrivons ensemble, les 240 élus, et une nouvelle page qui est essentiellement concentrée sur les transitions, que ce soit les transitions environnementales, que ce soit les transitions numériques, économiques, sociales, avec autour tous les atouts que nous avons sur ce territoire, le fait que la métropole doit être le bras de levier pour nous permettre de véritablement jouer notre métropole géostratégique au niveau de l'Europe, vers l'Afrique et aussi vers l'Europe du Nord. Donc c'est avec plein de volonté, de détermination, de courage et surtout d'envie que nous commençons ces journées économiques, ces rencontres économiques qui sont remarquables parce que c'est un moment où on peut avoir les différents mondes qui se voient, qui discutent et qui nous permettent aussi d'actionner nos leviers. Alors, pour la suite. Dites-nous Martine, parce que Martine Vassal, sur ce territoire, en fait, on parle beaucoup de l'économie qui pourrait se retourner, qui va pas bien, mais en fait, ça va pas mal. Il y a eu pas mal d'entreprises, je crois, 3000 emplois créés par des entreprises qui se sont installées. Quelles sont les perspectives économiques et comment est-ce que vous pouvez... Quelle est la stratégie finalement, le plan stratégique que vous voulez jouer pour les années qui viennent ? Alors oui, vous êtes sur un territoire qui est dynamique puisque en l'an 2000, il y a une 60aine d'entreprises qui sont venues s'installer, dont la moitié d'entreprises internationales. L'année dernière, c'est 83 entreprises, donc aussi la moitié d'entreprises internationales. Sur les 2 années, ce sont plus de 3000 emplois qui ont été créés. Donc une métropole qui est en mouvement, une métropole qui est attractive. Pourquoi ? Eh bien parce que, je le disais, par sa position géostratégique, mais aussi géopolitique. Parce que nous avons une certaine aussi expérience avec notamment l'Afrique et les liens qui nous lient, et puis une expérience par rapport à la Méditerranée. Donc on a véritablement un rôle central dans des thématiques qui sont importantes. Alors on fait pas tout bien, hein. On a des progrès à faire encore sur le foncier, sur le logement, sur la mobilité, mais on y travaille. Grâce à l'aide du gouvernement, le président de la République a eu un œil attentif sur notre territoire. Il s'est penché sur notre berceau et il nous a aidés. Il aime beaucoup Marseille, hein, c'est vrai. Il aime beaucoup Marseille, son territoire. Il aime beaucoup l'Olympique de Marseille aussi. Donc ça nous aide. Et en tout cas, c'est de l'argent en frais qui arrive. C'est 1 milliard pour les transports, 1 milliard pour les écoles, 650 millions pour le logement. Donc une vraie implication très forte du gouvernement et du président de la République qui va nous donner un coup de booster pour la suite. Dans les facteurs d'attractivité de ce territoire, évidemment, ça se passe de mots, c'est évidemment, on les entend derrière nous, les cigales, c'est le soleil, mais est-ce que c'est pas aussi les grandes transformations qu'on vit avec le Covid, des gens qui veulent effectivement changer de vie, s'installer? Il y a pas mal de flux, on disait d'entreprises, mais également de personnes qui viennent s'installer dans la région. Est-ce que vous avez un peu mesuré ça? Il y a un terme, j'ai entendu, le terme, c'est les Canadiens qui ont inventé ce mot, c'est les traquances, c'est-à-dire
travailler en vacances. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, je le retiens, je le garde dans un coin de ma mémoire. C'est mon avis après sur les grandes tendances. Mais allez, est-ce que vous sentez donc cette appétence On sent oui, un frémissement assez important, malgré tous les inconvénients que l'on peut aussi avoir, mais surtout tous les avantages. Moi, j'ai l'honneur de présider le conseil départemental depuis 2015 et la métropole depuis 2018. Et nous avons eu de cesse d'abord de lancer un plan environnemental sur la totalité du territoire. Donc on a été en avance sur la problématique, on va dire énergétique, parce qu'on sait que il y a urgence. Hein. Donc on le voit encore en ce moment avec la sécheresse, le stress hydrique qui se passe, avec les difficultés aussi en face de la Méditerranée, les difficultés de certaines personnes, de certaines populations qui partent de chez elles parce que malheureusement elles peuvent plus y vivre. Donc il y a une vraie prise de conscience de cela. Donc on a commencé déjà à prendre de bonnes habitudes, à essayer de développer un nombre d'énergies important. Nous créons là dans les quelques semaines à venir une SEM, une société d'économie mixte sur l'énergie, pour justement permettre à ce que on puisse avoir un panel énergétique assez important. Et vous avez raison, la crise a changé aussi la vision des choses. La crise a changé la vision des choses parce que des personnes ont envie de passer un petit peu plus de temps peut-être avec les leurs, avec leur famille, avec leurs amis. Le télétravail a bien fonctionné. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à être présidente du département, quand j'étais maman, je rêvais le mercredi de pouvoir avoir le mercredi après-midi pour m'occuper de mes enfants. Et c'était très compliqué parce que les entreprises en général ne donnaient jamais non, on faisait jamais de travail à distance. C'est vrai que là, et en 2015, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais instaurer ça au sein du conseil départemental. J'ai pas eu beaucoup de succès. Mais c'est vrai que la crise du Covid, la crise sanitaire, ce côté-là nous a permis d'avancer dans la conception par rapport au travail. Alors peut-être qu'elle avance aussi un petit peu trop, parce que nous avons quand même beaucoup de métiers qui sont en tension. Je sais pas chez vous, dans vos métiers, mais tous les métiers sont en tension. Non pas à cause de la formation, il y avait déjà une problématique au niveau de la formation, mais aussi parce que, la population a été tellement marquée par être privée de ses libertés que je pense qu'aujourd'hui les choses sont différentes. Donc on s'est adapté. Et ici, c'est vrai que on a aussi l'avantage d'avoir tous ces câbles et toutes ces données qui arrivent. Donc on est le hub des données numériques. Donc ce qui fait que aussi on attire aussi pas mal d'entreprises qui sont au plus près de l'arrivée des données. Donc on a pas mal d'avantages ici et vous verrez que dans ces rencontres économiques, vous verrez de nombreux chefs d'entreprise qui sont intéressés pour venir s'installer sur notre territoire. Alors Patrick Bléton, je disais, vous êtes le patron de SOR. Donc SOR, c'est l'eau, bien sûr. On parlait de stress hydrique. Est-ce que c'est pas un peu aujourd'hui cette question de l'eau est passée? D'ailleurs, on a fait un numéro, nous, la Tribune, je le montre. Pourquoi il faut sauver l'eau? Exactement. Je pense que vous l'avez eu. Si ce n'est le cas, on vous le donnera. Dans ce numéro, on évoque évidemment tous ces enjeux de l'environnement et de l'eau. Est-ce que aujourd'hui, on dit qu'il va faire ici, je crois, dans 20 ans, la température du Maroc. Il y a quand même tout un tas de questions pour le développement économique des territoires posées par l'environnement. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous observez, et est-ce que c'est pas un peu le parent pauvre aujourd'hui de la transition écologique, notamment dans les investissements nécessaires pour préserver cette C'est une très bonne question, parce que je crois que l'eau n'est arrivée, on a commencé à parler de l'eau à la COP26 et on en parlera à la COP27, donc un petit peu tard, je dirais, dans ces aspects de transition. On se rend compte aujourd'hui, je crois qu'on a 3 mois d'avance sur la sécheresse, par rapport donc aux années précédentes, 35 départements qui étaient en stress hydrique, donc on vit dans un monde un petit peu différent et je crois qu'il y a des choses à faire et notamment d'un point de vue politique. Alors je vis d'autant plus facilement que je suis également élu, donc ça me permet aussi d'avoir la double casquette, je dirais, par rapport à cette vision. Aujourd'hui, on a souvent opposé à un moment donné sur l'eau le privé, le public. Je crois qu'il y a un véritable partenariat aujourd'hui sur notamment le groupe SOR, c'est 12 500 salariés qui sont engagés auprès des collectivités pour essayer d'amener des nouveaux modèles sur l'eau. Je donne 3 chiffres, c'est 1,6 milliard de personnes qui vont souffrir de stress hydrique en 2030. Quand je pose la question, c'est 7000 litres d'eau pour faire un gin. Donc voilà, on est sur une consommation excessive, non mesurée, non contrôlée. Et notre rôle, je dirais, c'est d'accompagner les collectivités, les régions, les départements, les villes sur réduire l'eau pour créer un nouveau modèle social de l'eau, en fin de compte. Les entreprises de l'eau souvent sont, je dirais, payées à la volumétrie. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable révolution sociale à mener sur ces sujets-là pour justement travailler sur la réduction et la protection de la ressource. Alors, on reviendra avec vous là-dessus, mais peut-être Navi Radjou sur ce qu'on vient de dire sur un gin, ce que ça représente en eau. Vous êtes spécialiste de ces questions environnementales aujourd'hui. Alors je disais, vous n'aimez pas le mot sobriété, mais pourtant aujourd'hui le gouvernement lui-même nous incite à faire la chasse au gaspillage, on parlait de l'énergie.
Est-ce qu'il ne faut pas remplacer le mot sobriété par un autre mot, celui que vous appelez l'économie frugale? Et qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'on rentre dans un nouveau monde où il va falloir changer aussi, apprendre à changer nos comportements, que ce soit pour l'eau ou pour d'autres ressources? Bien sûr. Alors tout d'abord, le stress hydrique, je l'ai connu dans les années 70, grandissant à Pondichéry dans le sud de l'Inde. Dans les années 70, il y a eu une grande sécheresse. On oublie aussi le fait que c'est cyclique, hein, ça revient de temps en temps. Cette année, on le découvre, mais effectivement, c'est produit il y a 30-40 ans en Asie, particulièrement en Inde. Donc l'eau était rationnée. Je commence avec ce fait parce qu'effectivement, la sobriété, elle était déjà là. C'était un facteur qu'il fallait prendre en compte. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Alors, on peut appeler ça subi, mais le fait, c'est qu'une fois qu'on prend ça comme un fait, ensuite, c'est l'idée de dire comment je fais mieux avec moi parce que j'ai pas de choix. Donc, c'est ce que j'appelle l'innovation frugale, c'est-à-dire que la frugalité, elle est assumée. Une fois qu'on l'assume, scientifiquement, on sait que ça va être le cas dans les années à venir. Maintenant, on commence à utiliser notre cerveau pour dire comment on peut créer des solutions tangibles pour répondre à ça. Alors, c'est là que je vais rapidement, et je suis quelqu'un de très pratique, je vais donner quelques exemples à travers le monde où effectivement on arrive à, on peut appeler ça sublimer ou transcender la sobriété pour vraiment innover. Vous parlez effectivement des liens avec l'Afrique, on peut aller un peu plus loin, et je reviendrai à l'Afrique justement. C'est le Moyen-Orient où je pense à l'Israël qui est né effectivement comme nouvel État dans un désert en fait, et donc cette extrême condition de sécheresse les a conduits à deux innovations que je citais rapidement. Il y a une start-up qui s'appelle WaterGen, qui est maintenant mondiale, qui transforme l'humidité de l'air en eau potable. Ils peuvent faire ça à différentes échelles. Par exemple, vous pouvez mettre ça ici dans la conférence, ou alors ça peut être à beaucoup plus à grande échelle dans un campus entier. Donc ça, c'est vraiment de dire, voilà, à partir de rien, l'humidité de l'air, comment je peux créer l'eau potable. Juste une remarque sur ce que vous dites, parce que on se voyait hier dans un autre débat, et j'avais cette remarque. Être pauvre rend intelligent. Est-ce que c'est pas une formule que vous devrez retenir? Non, je dirais être pas. Pauvre en eau, en tout cas manquer de quelque chose, conduit à chercher des solutions. Ben, c'est parce qu'en fait, la nécessité est la mère de l'invention, et je dis que la rareté est la grand-mère, quoi. C'est ça, c'est pour ça. Donc, est-ce que, l'exemple d'Israël que vous donnez, est-ce que en France aussi, et nous, enfin en Occident de façon générale, la crise que nous sommes en train de voir venir, elle n'est pas encore là, mais on la voit venir. Oui. On nous parle de pénurie de gaz russe, on nous parle peut-être de pénuries alimentaires, parce que derrière l'énergie, il y a tout ce qui fait fonctionner notre système économique et social. Est-ce que est-ce qu'on va être confronté à une forme de frugalité subite? Ou est-ce il est encore temps de travailler à éduquer à une frugalité intelligente et choisie? Moi, je crois qu'il faut aller au-delà de l'éducation et en fait montrer que la sobriété n'est pas un problème, mais en fait une source de solution. Et c'est là que vous parlez de jeans. Je vais vous donner l'exemple de 1083, qui est une start-up fondée par Thomas Uriez, qui Made en in fait, France. voilà exactement, Made in France, des jeans Made in France avec du coton bio. Alors 1083, c'est le nombre de kilomètres entre la partie la plus nord de la France et le plus au sud. Alors ça, c'est un exemple concret où on sait qu'il y a un problème dans le textile, par exemple. Et ce qui n'est pas aussi connu, c'est que ça vient d'être lancé. Malheureusement, peut-être la tribune doit en parler. À 1 heure de Rennes, on vient de lancer la première filière française de recyclage du textile. Bon, je crois qu'on en a parlé. Voilà, c'est à grande échelle. Donc ça, c'est encore une fois un exemple concret, effectivement, où il y a des solutions en France qui permettent effectivement de répondre à la Patrick Bléton, sur justement cette rareté de l'eau, quand même, il y a des régulations aujourd'hui publiques qui commencent à arriver. Il y a des États, je voyais en Californie, il y a une police de l'eau qui vient vérifier que vous ne dépassez pas un certain nombre de quotas. Les gens sont à pas pouvoir prendre plus que certain nombre de douches par jour. Enfin, est-ce que c'est des évolutions auxquelles il va falloir qu'on se demande si, en tout cas dans certaines régions marquées par la sécheresse, il faudra en passer par là? Alors je pense pas que la police soit la solution à tout, et notamment si on regarde la France. La France, c'est 70% de l'eau qui est consommée par l'agriculture aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un engagement à avoir avec le monde agricole et notamment les syndicats pour essayer de trouver des solutions. Donc, on commence à travailler sur ces sujets-là, mais on n'a vraiment pas abouti, on en est encore très loin. Vous avez 20%, c'est l'industrie. On parle des 10%, donc je pense il faut recentrer aussi le débat sur le monde agricole et sur le monde industriel.
De gros progrès sont faits sur le monde industriel aujourd'hui sur la gestion de l'eau et sur l'économie d'eau. Le groupe L'Oréal a fait des très belles choses. Le groupe Bell aussi fait des choses très intéressantes et nous allons les accompagner aussi sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a un rôle éducatif. En France, le cycle de l'eau chez nos enfants n'est pas connu. Ça, c'est un sujet. On a un deuxième sujet, il n'y a pas de régulateur aujourd'hui en France. On a un régulateur sur l'énergie, il n'y a pas de régulateur sur l'eau. Donc on a besoin aussi de remettre, je pense, ces sujets un peu, je dirais, au centre de nos activités. Donc il faut. Est-ce qu'il n'y a pas des innovations aussi, tout ce qui est les capteurs, la data, qui pourraient permettre quand même, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui fuit, qui est gâchée, qui. Travailler là-dessus. J'ose pas vous donner un chiffre. Donnez le chiffre. Je vais peut-être oser le donner, mais en France, avec le volume de fuite en France, on peut alimenter la Belgique pendant 1 an. Je vous donne juste assez pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du sujet. Aujourd'hui, donc, on a de gros investissements, notamment chez Source, sur tout ce qui est data, digital, pour gérer en amont les réseaux, tout ce qui est maintenance prédictive. Et on a aussi, à travers des startups, je crois que c'est là où les choses vont se passer dans l'avenir, c'est la gestion de la ressource et des capteurs qui nous permettent de basculer, je dirais, de nappe en nappe et d'éviter justement de retrouver dans des situations compliquées où des villes vont être alimentées, je dirais, avec des citernes ou des bouteilles en plastique, bien sûr. Voilà, on a vraiment des engagements à prendre très très forts sur les années à venir et je suis convaincu. Et ça passera par les collectivités, ça passera par le monde de la finance, parce que l'engagement des entreprises est très important sur ces sujets-là, et notamment quand on parle de green bonds. Aujourd'hui, dans le monde, dans l'environnement, SOR s'est lancé sur ce sujet-là et a été les premiers à le faire. Martine Vassal, peut-être sur ces questions de l'environnement, bien sûr de l'eau, de la régulation au niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt du domaine d'ailleurs du local? Croyez beaucoup, vous, à la décentralisation? Comment on peut améliorer, et peut-être sur ces questions de sobriété, d'éducation à ne pas gaspiller nos ressources dans une région qui, sur l'eau en particulier, va avoir sans doute affronté des changements considérables. Oui, nos sachants au 19e siècle ont fait en sorte que nous ayons de l'eau en quantité et en qualité, alimentée par... Manon des sources. Voilà, entre autres. Ça, c'est de la nappe phréatique. Donc effectivement par le canal de Provence et le canal de Marseille. Donc cette structuration fait que on est moins tenté d'être soumis à des problématiques d'eau, mais quand même. C'est un problème aussi d'éducation et je pense aussi que c'est un problème d'état d'esprit où il faut cette eau que l'on gaspille, on peut la récupérer pour en faire des usages particuliers, d'autres usages. Et donc c'est là aussi dans les constructions et dans l'aménagement du territoire où c'est fondamental de pouvoir réfléchir à l'habitat de demain, pour que cet habitat de demain soit éco-responsable et qu'il puisse avoir de l'eau recyclée à d'autres usages que de l'eau potable. Donc on a cette envie, et puis le travail aussi avec le monde privé, notamment avec des grands groupes qui aujourd'hui nous avons l'étang de Berre, qui est le plus grand étang salé d'Europe, qui reçoit de l'eau douce en quantité astronomique et sur laquelle nous voulons justement travailler main dans la main avec des sociétés comme EDF pour récupérer cette eau et la redistribuer ailleurs, notamment au niveau de l'agriculture, parce que nous sommes un département très agricole, puisque nous sommes premier producteur de fruits et de légumes et deuxième producteur d'ovins. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est on est en direct, il y a quelques turbulences, mais c'est pas grave. Pas très grave. On est à côté d'un amphi qui va démarrer. J'ai l'habitude, l'année dernière, on avait une inondation ici à la même époque. Voilà, donc, parfois, il y a de l'eau, oui, c'est sûr. Voilà. Il y avait un très grand orage, mais bon, on espère de toute façon, on a soit de l'eau en quantité, soit du vent en quantité, soit de la chaleur en quantité. Donc nous, ici, on fait tout à fond et tout forcé. Martine Vassal, question peut-être qui peut faire le pont avec ce que disait Navi Radjou tout à l'heure. Vous le regardiez quand vous en parlez, c'est le pont que ce territoire, Aix-Marseille, peut avoir avec l'autre côté de la Méditerranée, bien sûr l'Afrique, dans une logique de coopération, de développement économique. Comment est-ce que c'est un des axes stratégiques, avec également une dimension de main-d'œuvre et de population? On sait qu'on va avoir besoin de talents, de recruter. Oui, parce que nous, on a cette facilité et cette histoire géopolitique avec l'Afrique, avec le continent africain, où nous avons, ne serait-ce que sur la ville de Marseille, 70 places consulaires différentes, avec de nombreux pays venant de l'Afrique, qui est aussi l'endroit où aujourd'hui nous recevons des populations d'Afrique qui partent parce que, si elles restent chez elles vont mourir. Donc il est important que nous puissions les aider
à se développer. Il est important que nous puissions aussi les aider à se transformer, puisque nous avons des normes environnementales qui sont très pointues. Et donc, il faut que, pour protéger cette mer Méditerranée que nous aimons beaucoup, il faut également partager nos savoir-faire avec le continent africain. Et puis aussi, nous sommes sur un continent vieillissant. Où l'Europe a une population qui décroît, alors que à la fois l'Afrique et l'Inde d'ailleurs sont des continents qui sont en train de monter. Donc il faut vraiment qu'on travaille en collaboration et que l'on établisse ces ponts. Et donc la métropole Aix-Marseille-Provence a, de par sa position, mais aussi de par son antériorité et son histoire, a tous les bons ingrédients pour pouvoir faire ce pont avec l'Afrique et pourquoi pas le pont avec l'Inde. On y travaille, c'est un petit peu plus loin, mais c'est aussi une terre qui est prometteuse et avec qui on souhaiterait créer de nombreux liens. Avis sur... Non, j'ajouterais juste qu'il faut que ce pont soit pas à sens unique, si je peux me permettre. Un pont à double sens. Double sens. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, l'Afrique, bien plus que l'Inde, je suis impressionné, j'ai fait beaucoup d'études, est en train en fait de sauter des étapes entières. Par exemple, ils sont en train d'aller de... Les leapfrog, on appelle ça, le saut de la grenouille. Leapfrog, quoi, de sous-bancarisation à banque mobile, avec M-Pesa au Kenya, par exemple, et aussi de la bougie, comme j'appelle, à l'énergie solaire, quoi, avec des solutions comme M-Copa aussi. Donc, je crois que ça peut aussi être intéressant, effectivement, d'avoir... qui n'empêche pas l'Afrique de connaître quand même beaucoup voilà. aussi le problème du réchauffement climatique pourrait freiner. L'eau, particulièrement, voilà. C'est marrant parce que comme j'ai grandi avec ça et j'ai vécu dans la Silicon Valley, donc j'ai aussi connu la sécheresse d'eau en Californie, la partie la plus riche du monde, quoi. Et là, je suis en France, ça commence à en parler, et c'est ce que j'appelle des problèmes sans frontières. Et je crois que Covid nous a bien rappelé que la santé, par exemple, c'est aussi un autre problème sans frontières. Donc, il faut effectivement aller découvrir comment des autres régions, par exemple l'Afrique, ont su surmonter ces difficultés-là. Donc, ça crée effectivement un sentiment de partage déjà. Mais au-delà, ensuite, c'est de créer des solutions sans frontières. Et c'est là qu'effectivement, je crois que ces réseaux, ces maillages... Ça, c'est dans les deux sens. Voilà. Patrick Bléton, dans les deux sens aussi, vous aussi, l'Afrique, c'est un vecteur de... On travaille beaucoup, nous, sur le Moyen-Orient et on regarde l'Afrique, bien sûr, mais je pense qu'on a tous des solutions à apporter. Les grands groupes français, aujourd'hui, sont leaders sur les marchés de l'eau. Mais je dirais que les métropoles sont aussi le laboratoire de nouvelles solutions que l'on pourra implémenter à l'étranger. Et ça, c'est très important. Et je reviendrai aussi sur ces frontières qui s'ouvrent un petit peu. Israël est un pays aujourd'hui où, clairement, on a beaucoup de choses à apprendre sur Israël en termes de technologie, de high-tech sur l'eau. Et en Inde... L'irrigation, goutte à goutte. Exactement. À Israël, exactement. La désalination. Voilà, exactement. Et il y a quelques belles startups en Inde aussi que nous regardons, bien sûr, parce que la techno, elle est sur toutes les frontières, je dirais. On termine avec vous avant le déjeuner, Martine Vassal. Vous lancez la campagne One Provence. C'est la nouvelle marque de cette belle région. Qu'est-ce que vous allez, comment vous allez faire? Vous allez la faire mieux connaître, y compris à l'étranger? Alors, nous avons créé effectivement une marque, la marque qui s'appelle One Provence, qui nous permet de rassembler tout le monde, que ce soit tous les acteurs à la fois économiques, politiques, qui vont nous permettre de faire mieux connaître notre territoire. Et lorsqu'on va se déplacer, l'idée c'est de travailler ensemble. Donc je le dis, je le redis et je le disais ce matin à mes équipes. Je crois que en fronton de mes réseaux sociaux, je vais marquer l'union, c'est la solution. Et je suis intimement persuadée que si on veut par la suite permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir le choix de savoir où ils voudraient vivre et de préférence de pouvoir rester ici sur leur territoire d'adoption, eh bien pour cela il faut impliquer et il faut s'unir, aussi bien le privé que le public, et je irai même plus loin, à l'intérieur de notre monde politique aussi, il faut que nous soyons unis dans l'intérêt de nos territoires et dans l'intérêt de nos habitants. C'est pas toujours facile au niveau de la métropole, mais vous y travaillez, c'est ça? J'y travaille. Très bien, merci beaucoup. Mais pas que au niveau de la métropole. À l'échelle du grand village gaulois, évidemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Elle s'achève pour cette matinée. Nous vous retrouvons cet après-midi pour plein d'autres belles surprises. Je peux même vous annoncer que l'ancien président de la Banque Centrale Européenne viendra en fin de journée nous parler un petit peu de cette inflation qui menace. Vers 18h30, il vient de m'envoyer un SMS. Donc je compte sur lui maintenant que c'est officiel. Voilà. Et il y aura Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la BCE, qui fera une introduction cet après-midi
sur les risques du monde. Donc ça, c'est dans le cadre des rencontres économiques à suivre de près. Merci à tous les trois Merci. d'être venus Merci beaucoup. et bon Merci à vous. déjeuner.